on a démarré cette rencontre avec des considérations aussi sur le fait que l'exode urbain pouvait être porteur d'une rupture avec le mode de production capitaliste, que ça pouvait être un objectif aussi politique. Euh, alors, on pourrait approfondir autour de tout ça, hein, parce que je crois qu'on n'a fait que survoler un peu cette question-là. Mais en même temps, bon, le mode de production capitaliste, il va aussi avec certaines formes politiques. Euh, Aujourd'hui, bon, on est dans une démocratie représentative avec, je dirais, des services de l'État qui gèrent les territoires avec des formes d'organisation territoriale. D'ailleurs, Claire, euh, Yves Cochet, dans la préface à ton livre, parle effectivement de ces questions, de reconsidérer, et toi aussi, tu abordes à la fin de ton livre ces questions-là, de reconsidérer les formes d'aménagement du territoire qui permettraient un meilleur équilibre entre la ville et la campagne, hein. Mais est-ce que on ne peut pas raisonner un peu plus loin et se poser la question de savoir si, pour que ces espaces euh, ruraux, rénovés, à la mesure des enjeux d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire par rapport à l'épuisement des ressources pour permettre la résilience, pour rééquilibrer un petit peu les pouvoirs. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin en termes de rupture aussi sur le plan des formes d'organisation politique? Comment des territoires ruraux peuvent venir acquérir une forme d'autogestion. Alors là, j'ouvre certainement un autre plan de la discussion, hein, et Guillaume rebondira sans doute là-dessus, et je pense qu'il faudra qu'on organise une autre rencontre autour de ces jeux-là. Mais j'aurais bien aimé que vous puissiez l'une et l'autre éclairer cette interrogation sur de nouvelles formes d'organisation politique ajustées aux enjeux de cet exode urbain et donc de ce développement du rural pour faire face faire face au processus d'effondrement, on y revient, hein. Voilà. Comment est-ce que c'est possible? Comment on peut l'envisager? Et est-ce que c'est possible? Euh, J'espère Geneviève, bien. Claire, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Non, mais j'espère bien que c'est possible. Bah, évidemment, je pense que Guillaume pourra en parler parce qu'il travaille pas mal sur cette question-là aujourd'hui. Et, et puis, on a des approches politiques, théoriques différentes là-dessus. Mais clairement, aujourd'hui, le système démocratique tel qu'il est, représentatif jacobin, il est pas adapté en fait à ce schéma-là. Alors, tout à l'heure, tu évoquais Thierry le travail d'Yves Cochet, donc c'est la question des biorégions. C'est comment est-ce qu'on imagine des territoires. Déjà, comment est-ce qu'on dessine un territoire, et peut-être que Guillaume, en tant que géographe, pourra en parler mieux que moi, mais comment est-ce qu'on dessine un territoire qui est vraiment celui d'une échelle convenable pour construire un espace d'autonomie. Donc ça, c'est toute la question des biorégions. Et puis après, comment est-ce qu'on le gouverne, comment est-ce qu'on l'administre, quelle latitude on se laisse vis-à-vis de l'État central, comment est-ce qu'on construit des utopies plus horizontales où c'est pas que des hommes blancs de plus de 60 ans qui prennent les décisions pour l'avenir qui les concerne même pas parce qu'en fait ils seront plus là dans 30 ans. Enfin voilà, je pense qu'on a un enjeu hyper fort là-dessus pour redonner aux jeunes, aux femmes et une place dans cette démocratie-là, et puis pour faire en sorte que les gens fassent ensemble. Parce que la démocratie représentative et la délégation du pouvoir, c'est pas satisfaisant. Et quand, en tant qu'écologiste, on est fédéraliste et on pense qu'il faut redonner le pouvoir, par exemple, on disait, bah, nous, on va faire des conventions citoyennes, les élus plus traditionnels, même de gauche, nous disaient, non mais ça va, hein, t'es élu, c'est pas pour redonner le truc tout de suite aux gens, en fait, ils attendent que ce soit toi qui bosses. Donc cette culture de se dire, bah, en fait, non, nous, on va faire avec, même si tu es élu, bah, ton boulot, c'est d'être plutôt animateur d'une dynamique de territoire.
que de prendre la décision à la place des gens parce qu'ils ont voté pour toi. Donc, de toute façon, c'est qu'ils te font confiance, donc tu vas faire le boulot et puis point barre, quoi. Donc ça, je pense que c'est un changement de culture qui est monstrueux à faire, surtout en France. On voit qu'en Allemagne, par exemple, où il y a une culture fédérale qui est beaucoup plus forte, on a beaucoup de jeunes qui entrent dans les parlements, on a la capacité de faire des lois à l'échelle des régions qui changent aussi le rapport au territoire. Et ça, je pense qu'en France, on a un travail monstrueux à faire. Et puis, c'est un enjeu aussi de la néo-ruralité, au sens où tous ces gens nouveaux qui vont arriver de la ville et ces gens qui étaient déjà là avant, il va falloir qu'ils apprennent à construire ensemble. Et pour construire ensemble, il faut gouverner ensemble. Enfin, il faut penser des choses, il faut dialoguer, il faut accepter de parler des choses qui sont compliquées et d'essayer de trouver des espaces de négociation et de résolution de conflits. Et donc ça, c'est nécessaire, vraiment nécessaire à la bonne tenue d'un espace démocratique à terme. Donc pour moi, ça va absolument de pair. Et de toute façon, ça n'est pas dépassable. C'est-à-dire que si on considère que l'exode urbain est inéluctable ou souhaitable, comme c'est mon cas, il faut considérer qu'il y a une autre manière de gouverner les territoires ruraux qui doit se mettre en place. Et ça, c'est pas non plus, et contexte d'effondrement ajoutant, forcément à une échelle qui permet de le faire. Parce que quand on pourra plus se déplacer, quand on n'aura pas accès à autant de services et peut-être pas à Zoom et tout ça, il faudra quand même se débrouiller, quoi. Merci Claire. Je vais laisser la parole à Geneviève, qui aborde aussi abondamment cette question dans le quotidien politique et à travers aussi une grille de lecture sur les fondements du biorégionalisme, mais à la lumière du municipalisme libertaire et de Murray Bookchin. Et bon, ton analyse à ce niveau-là et comment considères-tu ces formes de rénovation politique, je dirais, au plus près du terrain, quoi, et des communautés? Oui, c'est une vaste question parce qu'il y a, comment dire, il y a tellement de déclinaisons possibles. Et en fait, moi, ce qui me... déjà, enfin là, à partir du moment où on pense subsistance, on pense forcément à un territoire cohérent pour que la subsistance commune soit possible. Et là, en fait, il y a pas mal d'embranchements. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, en tout cas, c'est que je vais à la fois aussi bien développer l'hypothèse biorégionaliste, mais une hypothèse biorégionaliste qui met en partage la question de la subsistance et qui n'est pas du coup exactement celle que propose Bookchin, pour le coup. Mais de l'autre côté, ce qui peut-être là c'est pour dire autre chose que la question de l'horizontalité ou d'autogouvernement qui est plus que nécessaire et que moi aussi j'appelle complètement de mes voeux. Mais c'est peut-être de vous parler là c'est ce que dit ces géographes et économistes Gibson Graham, qui propose quelque chose qui est assez enthousiasmant pour celles et ceux qui, pour le coup, n'auraient pas la chance d'habiter près d'une municipalité un peu sensible aux questions de participation de leur population. C'est d'imaginer, de partir de là où on est, tout simplement, et de faire un recensement dans un territoire qui va être dessiné non pas par les ressources naturelles, mais par les gens qu'on arrivera à atteindre par interconnaissance, de faire un recensement des portions d'espace-temps qu'on peut soustraire au capitalisme et qu'on peut mettre en commun. Et donc, à partir de là, ça veut dire que l'opération même de recensement de tous ces bouts d'emploi du temps, de ces tâches qu'on peut faire, de ces objets qu'on pourrait mettre en commun, et ensuite de comment on peut le faire, ça pourrait permettre de créer des sociétés résilientes qui, pour l'instant, en tout cas, ou des groupes, qui s'échangeraient des tas de choses et qui donc sortiraient du problème de non, je peux pas le faire, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas suffisamment de terre, j'ai pas mon métier, je suis pas à la campagne, etc. Parce que justement, toute personne, y compris dans le système aujourd'hui, a la capacité de s'en extraire et le fait de toute manière. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut pas s'imaginer que le capitalisme nous aurait à ce point-là colonisé l'esprit, que toute notre existence tout serait tendue vers la réalisation du projet
capitalistes. Et par chance, il y a des tas de bouts de notre vie qui y échappent. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que c'est segmenté. Donc, de remettre bout à bout ces segments, ça redessine des territoires, en fait. Et donc, de repenser la question territoriale à partir de la possibilité qu'ont les gens de se mettre en commun, c'est une autre façon de dire la même chose que de repenser à partir des territoires. Voilà, je voudrais juste dire ça parce qu'effectivement, ça pourrait nous entraîner très loin si on décline toutes les possibilités. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on y reviendra. Tout à fait, c'est tellement riche. On a l'impression qu'il faudrait faire je ne sais combien de visio thématiques, tellement les choses s'imbriquent et sont passionnantes et tout est lié en fait. Hein. Et donc nous avons la chance d'avoir Guillaume Faburel avec nous ce soir, que j'accueille et que je remercie de sa présence ce soir avec nous. Donc tu es professeur d'études urbaines à l'Université Lyon 2, enseignant à Sciences Po et également chercheur à l'unité mixte de recherche Triangle. Alors, tes travaux orientés sur l'analyse des théories sociales, de la justice environnementale et urbaine, alors c'est très, très, très riche, hein, sur les questions de biopouvoirs urbains, de communs territoriaux, ainsi que vers les formes d'activisme et d'alternatives socio-économiques à la métropolisation. C'est plus là-dessus, en fait, qu'on va certainement t'interroger ce soir. Et tu es l'auteur d'un livre paru en 2018, Les métropoles barbares, et d'un deuxième paru en 2020, Pour en finir avec les grandes villes. Alors ça, c'est le thème vraiment intéressant de ce soir. Tous les deux édités aux Passagers clandestins. Bonsoir Guillaume. Du coup, c'est vrai que alors c'est très riche, hein, tout ce qu'on a échangé, et tu pourrais intervenir à de multiples égards. Tu as tellement travaillé là-dessus. Du coup, une question se pose. Hein, on a un petit peu tissé une sorte de trame qu'on aurait à suivre en se disant malheureusement le schéma actuel ne va pas convenir à terme. On va devoir bouleverser des choses. On va devoir partir pour ceux qui peuvent, plus ou moins urgemment. Et du coup, la question, c'est comment, alors qu'en fait, on est tous un peu urbains, on est beaucoup à être urbains, comment déconstruire tout ce qui fait que on est urbain et qu'on a du mal à s'envisager autrement. Bonsoir, déjà. Merci à Geneviève Desclercq pour ce qu'il y a effectivement énormément de choses qui ont été dites et moi j'écoute ça avec grande passion. La question que tu poses, Monadège, c'est pareil. Tout ça en 12 minutes top chrono, moi je ne peux pas. C'est savoir de quoi faudrait-il se départir pour savoir partir. Voilà. À un moment donné, c'est comme un déménagement. Il y a des trucs qu'on veut laisser et des trucs qu'on veut garder. Moi, en fait, ce qui me semble peut-être une clé d'entrée, mais je ne réponds pas du coup à la question, je la repose un peu différemment. C'est de quoi la métropolisation est-elle le nom, en fait. Voilà. Parce qu'on a évoqué les histoires de ville-campagne, d'urbain-rural, qu'il faudrait rendre plus vertueux, autrement dépendant, etc. En fait, il y a aujourd'hui un seul espace-monde qui est celui de la métropole. L'entièreté, à 99% des campagnes, sont converties au dessin métropolitain, que ce soit de manière extractiviste, d'accaparement, de surexploitation, d'agriculture conventionnelle, etc. Donc, cette métropolisation totale du monde, elle n'a été réalisée et réalisable que parce que nous avons, de manière très indolente, écologiquement de manière très inconséquente, comme Claire le disait, nous avons intériorisé tout un tas de choses. Voilà. C'est une aliénation généralisée, cette chose. Hein, voilà. Et dedans, il y a effectivement des éléments un peu structurants qui me semblent aujourd'hui des questions premières à se reposer, voilà, pour essayer de décoloniser et d'avoir d'autres imaginaires que ceux que l'on a intériorisés. Mais ça, c'est l'œuvre séculaire, millénaire, hein, de la civilisation urbaine. Donc, on ne va pas à cette heure-là rentrer dans ce qu'est la civilisation et dans ce qu'elle a historiquement construit. Voilà. Moi, je voudrais juste peut-être rebondir sur ce qui a été avancé et aborder le sujet sous cet angle déjà qui a commencé déjà à être un peu décrit. Il me semble que il y a quelque chose qui aujourd'hui dans la civilisation urbaine effectivement pose problème, ça a été dit à 2 ou 3 reprises, mais je crois que c'est le verrou en fait, en tout cas c'est un questionnement qui est de plus en plus vif,
c'est la question de la subsistance et donc de l'autonomie. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de ça et qui me semble très directement lié aux faits politiques. Donc, je vais commencer à boucler la boucle. Les imaginaires de l'urbain nous ont acculturés à une forme de politique, à un rapport aux institutions, à un type de lien et de dépendance à des chaînes qui sont certes productivistes, techniques, urbanistiques, mais qui sont avant tout politiques. Voilà. Quand Geneviève évoquait tout à l'heure l'idée que l'on pourrait éventuellement, dans des brèches qui n'ont pas été colonisées par le capitalisme, éventuellement se réempuissanter, c'est ce que disait Claire à un moment donné, il y a bien là quelque chose qui est du ressort de l'imaginaire politique et de la manière de faire, mais déjà à l'échelle individuelle, voilà, de se réapproprier des modes d'intervention et des formes d'engagement. Et là, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est un verrou, enfin un nœud gordien qui n'a pas été encore tranché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désir de partir pour faire de sa main et faire autonomie, qui n'est pas l'autarcie, voilà, à part chez les survivalistes, voilà, mais c'est l'idéologie réactionnaire et nauséabonde dont on a commencé à parler tout à l'heure. Donc, faire autonomie, c'est faire directement de sa main, mais dans un fantasme, une forme de romantisation du monde. Voilà. Et là, du coup, ça renvoie à des imaginaires finalement très urbains de la Terre. Voilà. Ça renvoie à des manières d'être au monde qui sont des manières où finalement l'urbain a construit en nous la campagne comme refuge, la campagne comme ressourcement, la campagne comme dépaysement. Et c'est tous ces imaginaires-là, à mon avis, qu'il y a à déconstruire, parce que sinon, si on n'embarque pas avec nous cette réalité-là, c'est eux qui vont, à un moment donné, se tendre et susciter la frustration, contredire le désir. Voilà. Il y a la difficulté, la pénibilité de faire, il y a aussi d'être en harmonie avec ses propres imaginaires. L'urbain a imposé des imaginaires dominants qui sont ceux par la subsistance de l'abondance. Et là, il y a à mon avis quelque chose qui est clairement au verrou de chacun. C'est pour ça que j'emploie la métaphore du déménagement. À un moment donné, il va falloir qu'on laisse des choses de côté. Et effectivement, la première des dépendances, la première, on va dire, des déterminations à nos vies urbaines, ce sont des manières de vivre, les modes de vie dont Claire a parlé. La question, par exemple, du mouvement, de l'accélération, la question des mobilités, c'est quelque chose qu'on a tous, à un moment donné, intériorisé. Comment arriver à déconstruire cette chose-là? Geneviève parlait du voyage comme élément de structuration chez des jeunes qui reviennent, alors pas toujours là où ils ont grandi, mais il faut se déplacer pour éventuellement, finalement, par différence, essayer de clarifier quelles sont ses envies. Mais la mobilité est une construction indéniablement attachée au système capitaliste. Le déplacement, le mouvement est un véhicule anthropologique premier. Donc, on est dans ces paradoxes-là. Je prends l'exemple de la mobilité. On a besoin, pour faire interdépendance, de se déplacer dans généralement une inconséquence ou une inculture écologique des conséquences que ça peut avoir. Mais on a besoin néanmoins, par la diversité, de se rencontrer. Et en même temps, on est les véhicules ou les agents involontaires d'un système qui a la mobilité comme fluidité, soyons clairs, comme accélérateur et comme surprofit. Donc, le capitalisme, en fait, il est lové dans nos gestes les plus, pour moi, les plus quotidiens et dans nos manières ordinaires de nous comporter. Voilà. Je parlais du voyage, du dépaysement, c'est bien évidemment pas à comparer, mais la ville sature, surstimule, fatigue, et du coup, comme le disait Claire à un moment donné, on va compenser en allant se balader 2 fois par an et en allant cramer un peu de kérosène. Voilà. La question du dépaysement est aussi une construction du maître étalon capitaliste. La question de la connexion, du numérique, toutes ces choses-là, et ce n'est pas ce soir qu'on dira le contraire avec une visio et du Zoom. Je pense que, en fait, le verrou, il est que on prend conscience de nos paradoxes. Voilà. Et qu'on est tous traversés de ces choses-là. Et du coup, moi, c'est là où je m'arrêterai momentanément, je pense ici. Je pense que si la métropole a fait la totalité de la terre à sa main, si on peut être hyper métropolitain en ayant son petit précaré, sa piscine chauffée et puis son SUV, mais loin des espaces densifiés,
Donc, si la métropole a fait l'entièreté du monde à sa main, il s'agit bien de reprendre un peu de puissance, en fait. Voilà. C'est-à-dire de s'interroger sur l'ordre du politique et la manière de s'inscrire dedans. Donc, l'horizontalité est posée. Peut-être que le modèle municipaliste, là, moi, j'aurais quelques doutes par moment, mais néanmoins dans le rapport à l'écologie. Mais il y a bien quelque chose qui est du ressort de réempaysanner pour redonner de la puissance d'action, voilà, fondamentalement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est d'ordre quasiment sécessionniste derrière, voilà, qui est de faire dissidence à un moment donné. Voilà. Et moi, il me semble qu'on est comment dire, dans cette pente passionnelle-là, voilà, dans ce régime de passion où la question de l'autonomie, où la question de prendre distance sans pour autant trop s'éloigner, de revisiter, mais pas toujours à bon escient, parce qu'il y a beaucoup de comportements et de modes de vie qui sont très urbains, même éloignés. C'est peut-être aujourd'hui le nœud qu'il va nous falloir trancher, ou la question que chacun, à hauteur de femme et d'homme, on est amené à se poser. Mais je terminerai là-dessus, du coup, ça c'est maintenant sûr. Soyons clairs que le capitalisme, il ne laissera pas faire facilement. Voilà. Télétravailler à 70 bornes, il y a quelques intérêts à la clé. Voilà. Se rendre dépendant de la production centralisée d'énergie à 200 bornes d'un centre urbain, le capital a quelques intérêts. Et l'État-nation, derrière aussi, quelques intérêts. Donc, du coup, pour moi, il y a quelque chose du ressort voilà, des institutions qu'on a historiquement construites, que la cité-État a finalement, auquel le cité-État nous a convertis. Et du coup, comment on fait politique un peu différemment, peut-être en se distançant des institutions, en se déchaînant des dépendances énergétiques, alimentaires. Et c'est pour moi, là, la vraie question de l'autonomie. Voilà. Je renvoie beaucoup au dernier bouquin, notamment de Berland, je vous invite à le voir, sur la question de l'autonomie, aux éditions de la Lenteur, qui développe cette chose-là, après 10 ans de réflexion. On est en train de revisiter la question de l'autonomie. Ça me semble être peut-être là quelque chose qu'il faudrait collectivement discuter pour voir quelles pourraient être les modalités plus vertueuses que peut-être simplement s'exoder, puisque c'est le terme consacré. Voilà. Je vais te proposer quelque chose. Écoute, je trouve ça passionnant. Franchement, je trouve que cette visio passionnante et puis qui en appelle d'autres. Si tu le veux bien, on va essayer de peut-être éventuellement de trouver un moment pour discuter de ça un petit peu plus profondément. Si tu peux te rendre disponible, on va voir ça à l'adaptation radicale. Ça nous serait, je pense que ce serait très intéressant et je te remercie infiniment de cet apport et de cette ouverture du coup à plein d'autres discussions à venir. Merci infiniment. Du coup, peut-être Claire, Geneviève, vous souhaitez réagir avant qu'on passe aux questions de la salle que vous voudriez bien poser dans le chat. Je vous y invite. Claire, Geneviève? Geneviève. Oui, moi en fait ce qui se passe c'est que la question principale, c'est pour ça que moi je développe énormément la perspective de la subsistance que posent des écoféministes allemandes marxistes, très anarchistes par ailleurs, de Mariami, c'est Veronica Benol-Thompson en fait, donc la perspective de la subsistance, ça s'appelle, elles ont un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle la sweat equity, l'égalité dans la sueur, donc dans le labeur. C'est-à-dire que ça, c'est sûr. Pour moi, la question, c'est pas le nœud dans la tête des gens, c'est que c'est pas juste je vais acheter à un agriculteur bio qui s'est épuisé à produire pour moi des trucs, c'est qu'est-ce que je vais faire moi. Donc la question de qu'est-ce que je fabrique et en quoi je contribue à la subsistance commune et pas simplement à la mienne, et pas juste par un acte commerçant et comment je fabrique le monde plutôt que de le faire fabriquer à d'autres, ça c'est le saut. Le saut absolu. Et donc là, la métropolisation, elle explose parce que si tout le monde se fait à fabriquer des trucs, on ne peut plus effectivement vivre en métropole. Et la question politique, du coup, embraye et les institutions aussi se trouvent bien périphérisées parce qu'elles ne fabriquent pas grand-chose. Elles font faire. Voilà, je m'arrête là. Je vais regarder un peu les commentaires rapidement, parce que je n'avais pas trop fait pendant les conversations. Je préférais être attentif aux échanges. Mais là, il y a un enjeu fort que je vois revenir, c'est ouais, mais il faut avoir les moyens pour sauter le pas. Et moi, je vous dis non, en fait. Allez dans n'importe quel ZAD et vous verrez que ce n'est pas une question de moyens. Et je pense que là-dessus, il y a plein d'idées préconçues, il y a plein de peurs.
Enfin, moi, je suis partie, on était fauchés, on a été frigane pendant 3 ans, les 3 premières années de notre installation. Être frigane, ça veut dire qu'on a fait la récup, on a bouffé les contenus des poubelles, hein. Et puis avec des enjeux très forts, on voulait pas être dépendant des aides, des trucs et machin, on voulait être tout pour nous, autonome, tout ça. Bon, autonome des poubelles, de la grande distribution, mais voilà, à l'époque, en tout cas, c'était les choix qu'on avait faits. En fait, je pense que l'enjeu, il n'est pas là. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui inventent d'autres formes d'entraide, qui prennent possession de terres qui sont abandonnées et qui utilisent ces terres en vacances pour autoconstruire, qui font de la débrouille, de la récup. Il se trouve que, en fait, pour moi, il n'y a pas d'excuse réelle à ne pas le faire. C'est que des peurs, et ces peurs-là, on a vocation, quand on défend cette idée, à les lever et à accompagner les gens, à prendre confiance en eux, dans leur capacité à dépasser le truc. Et peut-être que c'est plus facile quand on a du pognon, mais je le crois même pas vraiment, parce qu'en fait, de fait, il faudra apprendre plein de choses. J'aimais bien ce que disait Geneviève tout à l'heure sur le fait que c'est des cycles différents, en fait. C'est un rapport différent aux choses. Et par exemple, moi, quand les gens me demandent ouais, c'est quoi ce qui a été le plus dur pour vous, je parle souvent du rapport au temps. C'est-à-dire que l'apprentissage d'une vie, des compétences qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une forme d'autonomie à la campagne, c'est des cycles longs, quoi. Et que quand tu as foiré un truc dans le jardin, rendez-vous l'année prochaine. Et ça, c'est tellement un truc qui est hors des logiques de temps. Quand tu as été formé à bosser, moi j'ai bossé comme ouvrière sur des formats à la chaîne, j'ai bossé en restauration, j'ai bossé après en animation de projet ou je sais pas quoi, en compétences plus intellectuelles. À chaque fois, l'enjeu qui était celui qui m'était donné par mes responsables, qu'ils soient des intellectuels, des chefs cuisiniers ou des je sais pas quoi, c'était faut faire vite, quoi, faut dépoter, et puis si tu rates, tu rattrapes ta connerie, tu te dépêches, quoi. Et rentrer dans ces logiques de se dire, en fait, non seulement personne t'expliquera jamais comment ça marche, parce que personne ne pourra, même si on t'explique la théorie, même si tu lis tous les bouquins de permaculture que tu veux, même si c'est ta terre, c'est ton climat, c'est ton sol, c'est ton savoir-faire qui va faire que ça marche ou que ça marche pas. Donc c'est nécessairement expérientiel. Et en fait, cet apprentissage, il est douloureux, il est difficile et il prend du temps. Et ce temps logique, celui qui s'impose à nous, il est totalement différent du temps imposé par la société de consommation telle qu'elle attend de nous qu'on ait un rapport au temps. Et c'est aussi le rapport à l'espace dont parlait Guillaume il y a peu de temps avec les voyages, la mobilité, tout ça. Et en fait, changer ce rapport au temps, c'est compliqué. Voilà, ça fait partie des peurs. Pour moi, ça fait partie des choses qui font que money or not, avec ou sans pognon, de toute façon, tu seras confronté à ce réel-là. Et je pense que dire qu'on a peur des problèmes de mobilité, dire qu'on a peur des problèmes de j'ai pas de bagnole ou j'ai pas le permis, dire qu'on a peur parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un truc, en fait, non, si vous commencez à chercher, si vous commencez à regarder, vous verrez que avec ou sans le permis, vous pouvez vivre à la campagne, avec ou sans pognon, vous pouvez partir et vous pouvez trouver des solutions qui peuvent vous permettre d'inventer ces modes de vie, que vous soyez valide ou que vous soyez en situation de handicap, que vous soyez... Mais la question se pose réellement pour ceux qui vivent déjà à la campagne, d'accompagner ça, de permettre aussi, je parle pour le coup pour les personnes qui sont en situation de handicap, de permettre leur inclusion dans des espaces avec de l'autonomie en respectant le fait qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire et d'autres pas. C'est des questions qui sont hyper intéressantes et que pour le coup, on s'est quand même posé avec pas mal de copines et de copains d'expérience sur les ZAD et voilà. Je pense que c'est voilà, que c'est des changements beaucoup plus intimes, que c'est des questions beaucoup plus intimes que des questions matérielles. Et beaucoup de gens nous disent ouais, mais comment on choisit le lieu et tout ça. Et ça aussi, en général, c'est vite réglé. C'est-à-dire que il y a 15 ans, même plus que ça, j'ai fait un mémoire sur l'éco-construction. Et en fait, j'interviewais des gens qui me parlaient des solutions techniques, des ponts thermiques, des trucs, des machins. Puis après, je leur disais, bon, ok, tu maîtrises hyper bien le puits canadien, le truc, le machin, mais à la fin, pourquoi tu as choisi le bois ou la paille? Et ils répondaient tous pareil, c'est ouais, parce que tu vois, ma grand-mère, quand j'étais petit, eh ben, tu vois, elle avait une cabane et ça sentait ça et je trouvais ça trop bien et tout ça. En fait, tous les choix qu'on fait, il faut les assumer, ils sont la plupart du temps totalement irrationnels et totalement liés à quelque chose d'hyper intime et d'hyper perso. Donc, c'est chouette de l'écouter et de se dire que toutes les listes que vous ferez toute votre vie pour dire hey, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, machin,
Si vous êtes prêt à partir, le jour où vous partirez, le choix que vous ferez, je vous assure qu'il n'y a pas 10% des trucs que vous aurez mis sur la liste, des trucs indispensables qui feront la prise de décision à la fin. C'est la rencontre avec un lieu, c'est le retour vers quelque chose qui vous ancre dans vos racines ou dans un espace supposé, c'est la beauté d'un paysage. Et moi, par exemple, je ne supporte pas de vivre à la montagne parce que je trouve que c'est écrasant. Il y a des gens, pour eux, c'est magnifique. Donc, en fait, c'est vraiment hyper perso, c'est vraiment hyper intime. Et je pense que là-dessus, on a quelque chose de différent à construire, c'est de s'écouter et de sortir des to-do list et de sortir d'un truc hyper impératif et de se dire qu'on a une capacité de créativité, qu'on a des espaces de créativité et d'innovation qui existent déjà dans les campagnes et qu'on peut s'en saisir et que c'est pas vous ferez jamais pareil. Parce que moi aussi, je vois Geneviève parler des gens qui font les tours des écolieux là. Et moi, les porteurs de projets, j'en vois plein depuis 10 ans, évidemment. En plus, on a visibilisé notre truc. Ah, nous, on veut faire exactement un café-librairie, on veut produire des plantes aromatiques et médicinales. Je leur dis, mais les gars, de toute façon, je vais pas... déjà, je ne vous donne pas de conseils parce que tous ceux qu'on m'a donnés, je ne les ai jamais écoutés. Et en plus, vous ne ferez jamais la même chose que nous parce que d'un, il faut être taré pour le faire. Et de deux, en fait, vous n'êtes pas nous. Donc, prenez ce que vous avez à apprendre si vous voulez, mais surtout, écoutez-vous, quoi. Parce que c'est que ça qui marche. Le seul truc, il n'y a pas de martingale. Déjà, notre truc à nous, il n'a pas marché. Et en plus, la seule martingale, c'est d'être capable de s'écouter. Parce que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas le sujet. C'est est-ce qu'on est heureux dans le chemin qu'on emploie? Est-ce qu'on apprend des trucs qui nous font du bien? Est-ce que c'est excitant? Et ce que je dis toujours aux porteurs de projets, que ce soit à l'exode urbain ou à l'installation agricole ou à quoi que ce soit, c'est la métaphore du vélo. Tu vois, tu vois les gamins qui apprennent à faire du vélo, pour ceux qui en ont, c'est quand même un truc fabuleux. C'est-à-dire que tu te dis, le gamin, il se fait mal tout le temps, il prend des pelles monumentales, il te regarde en mode et malgré tout, il va remonter sur le vélo alors qu'il se met le petit doigt de pied dans la table du salon, il faut 6 heures pour s'en remettre, mais quand il est sur le vélo, il a une capacité à se dire je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Il va être endurant là où il n'est même pas encore en âge de pouvoir le faire. Et puis surtout, l'exaltation quand tu arrives à faire le truc. Et en fait, ce processus d'apprentissage qui est nécessairement douloureux, qui demande parfois le soutien d'un tiers pour dire ok, c'est dur, mais ça va aller, et qui demande de s'inspirer, d'aller regarder le vélo qui va vite et de se dire waouh, ça va vite, c'est trop bien, j'aimerais trop pouvoir le faire. Et l'exaltation de se dire en fait, j'ai réussi. Cet apprentissage-là, qui n'est pas celui de l'école, qui n'est pas celui de toutes les formations de 3 semaines que vous pourrez faire ou de tous les stages de permaculture que vous pourrez faire en 3 semaines, ce chemin-là, il a une valeur en soi. Et que redonner de la valeur à ce chemin-là, c'est aussi redonner de la valeur à une forme d'effort qui n'est pas le truc de se dire ouais, je vais aller vivre à la campagne, je vais me fouetter avec des orties, ça va être super dur et tout ça, et comme ça je prouverai que je suis un pur et je suis un vrai écologiste et tout. Non, en fait, c'est accéder à un autre niveau de satisfaction, accéder à un autre niveau d'apprentissage, et du coup lever beaucoup de peur, et du coup être dans une logique d'empowerment qui est à la fois individuelle, mais qui est aussi, quand on dépasse ces difficultés-là, et quand on a le sentiment d'avoir fait plein de choses, et qu'on se retrouve avec d'autres gens qui ont fait ça, un empowerment collectif, et une capacité à se dire, en fait, si j'étais capable de prendre ma vie en main, de lever mes peurs, et que je suis une meuf et que je sais conduire un tracteur maintenant, que je sais me servir d'une tronçonneuse, que j'ai plus peur parce qu'il y a eu de l'entraide, parce que tout ça, parce que voilà, peut-être bien que je pourrais aller un petit peu plus loin que ça, et que je pourrais être prêt à prendre un peu plus le pouvoir pour changer le système d'une manière un peu plus large et plus globale. Et je pense que cet empowerment, en tout cas pour moi, cet empowerment, il est préalable. Après, peut-être que c'est un tropisme de mon parcours de vie, voilà, mais je vois les effets positifs de ce truc-là et j'y mets beaucoup d'espoir dans le dépassement de la situation d'effondrement. Voilà. Merci beaucoup Claire, c'est très stimulant, très enthousiasmant et ça donne effectivement envie et je pense que la tonalité que tu mets est bien là pour encourager à briser ses peurs. Je crois qu'effectivement cette question parfois qui se pose et qui a été posée là dans le chat de oui, mais pour partir, souvent on est bridé parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Je crois que ça rejoint un peu ce que Guillaume expliquait aussi, c'est-à-dire
ces schémas qu'on a dans la tête et cette culture un peu moderne de la sécurité et d'avoir tout bien lissé, tout bien préparé et qui nous empêche finalement de nous connecter véritablement à nous-mêmes, à ce qui est au fond de nous-mêmes. Et c'est vraiment cette capacité-là qui peut être encouragée, accompagnée, comme tu le dis, qui permet à chacun de gagner sa souveraineté d'une certaine manière. Et ça rejoint une question où, je ne sais pas si c'était une question, mais une remarque qui a été faite par Carmen, qui est là, hein, à propos justement de cette émergence qu'on voit, hein, ça a toujours sans doute existé, mais on voit que dans la situation actuelle, un peu contraignante, qu'on connaît depuis 2 ans, hein, un certain nombre et les mouvements de résistance que ça peut produire d'une certaine manière, il y a des réseaux qui se constituent, qui sont des réseaux d'entraide. A été cité le réseau Solaris. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est effectivement des réseaux qui préconisent la formation de cellules à un niveau très local pour une entraide qui soit gratuite et qui encourage les uns et les autres à développer les échanges aussi de compétences, d'accompagnement pour recréer en fait une capacité à gouverner sa propre vie et à changer en fait les règles du jeu dans lesquelles nous sommes. Est-ce que vous avez observé, Claire, Geneviève, Guillaume, l'émergence de ces mouvements-là et qu'est-ce que ça vous inspire? Et peut-être que Carmen qui est là veut repréciser sa question. Carmen. Oui, bonjour. Moi, j'ai entendu parler de Solaris récemment. Le fondateur, Frédéric Vidal, il appelle ça un Internet humain, en fait. L'idée, c'est d'imaginer qu'effectivement, on n'ait plus accès à Internet, aux réseaux sociaux, enfin voilà, au numérique, en fait, et de créer une solidarité plus concrète, locale. Donc, il parle de 15 km, je crois, c'est-à-dire où on peut aller à pied, parce qu'on imagine qu'on n'a plus de voiture non plus. Donc, il parle d'un annuaire, en fait, où chacun mettrait ses compétences, ce qu'il a, etc. Et il y aurait vraiment des entraides avec des gens qui s'occuperaient de mettre en lien si quelqu'un a besoin de quelque chose, etc. Donc, moi, j'ai pas encore. On va faire sûrement un échange hein, dans le cas des tisserands avec eux bientôt. Ben, d'ailleurs, oui, bientôt. Et moi, donc c'est très local et c'est très récent, mais ça se développe vraiment à vitesse grand V. Donc, moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe chez moi. Et vraiment, je trouve ça très intéressant comme démarche. Voilà. Mais ma question, c'était, en fait, je n'avais pas posé de question par rapport à ça, j'ai juste donné l'information. Ma question, c'était, j'avais posé une question, c'était, est-ce que dans ce que vous proposez comme fonctionnement, il y a déjà des expériences qui existent actuellement et qui marchent? Et lesquelles? Geneviève, peut-être à travers les monographies que tu as pu faire? Oui, bah en fait, moi, le problème, c'est que j'anonymise énormément parce que justement, je veux pas que les personnes soient Donc, identifiables. pas de nom. Pas de Non, nom, pas de nom, mais en même tout pas cas, oui, forcément mais bon. ça existe déjà D'accord. et la question, peut-être, c'est de se dire que même quand on pense que ça a disparu, Oui. parce que souvent, il y a des groupes qui se créent et puis on a l'impression qu'ils se dissolvent, mais en fait, il faut regarder plutôt les recompositions, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être juste déménagés ou que le groupe s'est réduit. Mais... Donc en fait, il y a beaucoup de choses assez rhizomatiques comme ça. Donc non, moi je pense qu'il y a vraiment des espaces très concrets. Alors après, je peux parler de façon régionale, mais qui sont assez identifiés de forte densité d'alternatives, qui du coup attirent énormément de migration continue pour en bénéficier. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est à faire. Enfin, c'est à faire, mais c'est déjà là.
Après, la D'accord. question, c'est plutôt de est-ce qu'il faut tous se regrouper sur dans les Cévennes, Dans la au Drôme. plateau de Millevaches, dans la Drôme Oui. ou dans l'Ariège, ça, ou En dans Bretagne. Bretagne, ça, je ne suis pas Ouais. sûre. Je pense que là, il va falloir aller en Beauce, il va falloir aller À Lille. en Picardie, et voilà. Bon. Oui, d'accord, merci. Juste si je peux rebondir sur ce que disait Geneviève, quand on regarde Bien sûr. le réseau des écolieux, il tend à se diversifier. Effectivement, il y a des lieux iconiques, hein, il y a des régions ancestrales qui ont rebondi avec le mouvement alternatif et les différentes vagues de néo-ruralisme. Mais aujourd'hui, ça a tendance quand même à se diluer, à se diffuser dans l'espace. Hein. Voilà. Et selon des modalités qui sont multiples, entre des communautés intentionnelles, existentielles, jusqu'à des éco-villages, des éco-hameaux, des éco-lieux, on n'a pas nécessairement les mêmes profils. Et dans l'entre-deux, il y a énormément de choses qui se développent. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt la somme des réseaux qu'il conviendrait de convertir de manière peut-être automatique en archipel, en fait. Voilà. Il y a des initiatives nationales qui visent justement à créer des liens entre toutes ces initiatives. Merci Guillaume. Juste avant que tu reprennes la parole, Nadège, pour aller dans ce sens-là, hein, juste aussi un témoignage, parce qu'on est là aussi pour conforter les choses que l'on observe. Là où je suis, moi, à Guingamp, effectivement, je fais aussi ce travail de tisserand, de reliance entre, je dirais, différents groupes. Et on découvre effectivement des micro-lieux. Hein. Je viens de découvrir très récemment sur Tréglamus un lieu qui n'est pas et qui ne se déclare pas, qui ne se revendique pas d'être un écolieu au sens où on en parle habituellement. Mais en fait, ce sont juste 4, maintenant 5 femmes qui se sont regroupées avec des trajectoires un peu différentes, des sensibilités différentes, sans forcément avoir élaboré une charte, mais qui sont véritablement dans l'organisation de la subsistance parce qu'il n'y a pas de moyens et que le seul moyen, c'est de faire avec le morceau de terre qu'il y a là, avec de briques et de broc, et d'essayer de voir comment on peut avancer avec d'autres. Et toujours aussi en lien, du coup, il suffit qu'il y en ait une qui se connecte à un collectif qui existe sur Guingamp, qui est Guingamp Climat, et ça va connecter à un autre écolieu qui, lui, a, je dirais, une structuration un peu plus grande, et les gens finissent par rentrer en réseau et dans des réseaux d'échange et construire des solidarités locales. Et donc, c'est ce mouvement-là qui est en train, enfin que moi j'observe en tout cas localement, qui est en train de se constituer et que on peut aussi essayer d'encourager pour développer des initiatives et des réseaux de bifurcation, quoi. Voilà, c'est juste un témoignage et je te laisse la parole, Nadège. Merci Thierry. Effectivement, je pense que, comme le disait Claire tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à communiquer sur ce qu'ils font, sur leur choix de vie, et puis d'autres qui sont dans l'anonymat et pourtant le choix, ils l'ont fait, et la bifurcation, ils l'ont fait, ils l'assument. Simplement, ils ne communiquent pas forcément dessus et ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas forcément les codes pour partager leurs aventures. Je pense effectivement, je vois tout autour de moi, j'ai aussi fait le choix de partir, de changer de vie, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup autour de moi qui l'ont fait aussi, et pourtant ça ne transparaît pas, ils n'ont pas de cadre évident. Ils ont fait un choix qui n'était pas évident, et il y a beaucoup de gens qui ont du courage et qui font des choix vraiment importants. Il me semblait important justement de revenir à ça. Thierry, tu as parlé de rupture, voilà, il y a des choses qui se passent dans les vies de chacun. Nadège, je t'arrête juste une seconde parce que je Oui. vois que Claire nous signale qu'elle a un petit impératif de timing. C'est bon, j'ai essayé de décaler parce que Oui. ça durerait 2 heures et du coup, j'ai un autre engagement après et j'ai décalé ma prise de parole à l'atelier suivant. Je leur ai demandé d'intervenir à la fin. Merci Claire. Merci beaucoup.
Merci, je t'en prie, je t'en prie. Donc la question, en fait, c'était au niveau émotionnel, parce que nous, à l'adaptation radicale, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'accueillir les émotions. Alors, c'est pas de la mièvrerie, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est juste parce que tout ce qu'on vit, on le ressent. Et si on occulte cette dimension-là de ce qu'on ressent et de ce qu'on est et de comment on vit les choses, on passe à côté de la vie, tout simplement, et on peut complètement se planter, on est dans le faux semblant. Donc, cette question de comment on ressent les choses, lorsqu'on fait le choix justement de partir, on n'a pas toujours la famille derrière soi, on n'a pas toujours le conjoint. J'ai vu dans les commentaires, hein, c'est une question qui se pose quand on est quelquefois pas exactement d'accord sur le choix que l'on doit opérer, sur des transitions éventuelles, on quitte un emploi, on a envie de changer de région, on a envie de changer de mode de vie. Et tout ça, ça entraîne des ruptures, quelquefois, hein, ou des gros problèmes à gérer. Mais il y a aussi une question qui se pose concernant tous ceux qui sont partis de la campagne et puis qui maintenant reviendraient. Si on regarde avec une échelle un petit peu plus large, ceux qui sont partis parce que, voilà, je crois que tu disais, Claire, certains endroits où il y avait 80% des gens qui étaient partis, là, il y a un effet inverse où il y a des personnes qui reviennent. Et du coup, dans les familles, dans les campagnes, dans les gens qui sont restés, hein, il y a un livre qui s'appelle « Ceux qui restent », voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel. Comment on accepte que les gens reviennent, comment on accepte d'être ce refuge, justement, dont on parlait tout à l'heure, et comment on accepte l'autre qui a fait d'autres choix et qui s'est trompé ou qui revient sur ce qu'il a dit ou voilà, ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Comment communiquer, comment continuer à créer un lien ou recréer un lien qui s'est quelquefois rompu avec beaucoup je crois que tu le décris dans ton livre, hein, Claire, des choses, dès que tu redonnes la parole aux anciens, les choses reviennent. Hein, il y a des choses qui ont été vécues, qui ne sont pas forcément digérées. Peut-être, Claire, tu peux nous en dire un mot. Comment faire avec tout ça, cette émotion, ce bagage? Alors moi, je ne considère pas du tout que l'émotion, c'est un truc sentimentaliste, hein. Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire de grands changements sans considérer qu'il y a un impact, qu'il y a une charge émotionnelle qui va avec, et ne pas le considérer, c'est en général le refourguer aux meufs. Donc voilà. Je pense qu'il y a un enjeu très fort là-dessus, de le considérer et de l'appréhender et de le gérer aussi collectivement et d'en parler. Et voilà. Dans les espaces militants, c'est quand même quelque chose qui se fait pas mal, parce que dès qu'on est dans des logiques de lutte, eh ben, on est amené à être dans le confrontationnel, parfois à gérer des parcours de vie qui sont compliqués parce qu'on ne vient pas à la lutte par le fait du hasard. Hein. Si on est contre un système, c'est souvent qu'on en a subi très directement les effets négatifs. Donc je pense que là-dessus, il y a un sujet hyper intéressant qui est à développer aujourd'hui, considérant plus spécifiquement ta question sur les gens qui reviennent. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'idéal de l'exode rural, et toute la culture qui va avec, hein, c'est monstrueux, c'est-à-dire que vous l'avez dans la tête, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Cette culture populaire, les murs de poussière de Cabrel, la montagne, etc., on a grandi avec ça. C'est-à-dire qu'on a grandi, qu'on ait vécu à la ville ou à la campagne, avec cette idée que le rapport de domination, le chemin qu'il faut entreprendre n'est pas celui-là. Et moi, je vis à la campagne aujourd'hui et je vois encore des jeunes ruraux à qui on dit « mais pars à la ville, sinon tu vas rater ta vie ». Et ça, c'est un truc chez les jeunes Bretons qui est très fort, par exemple. Hein, tous ces territoires où il y avait historiquement des zones rurales de famine. Parce que les terres, avant la révolution agricole, on ne savait pas que les terres bretonnes étaient acides, et donc on ne savait pas gérer le pH de ces sols, et donc en fait, il n'y avait rien à bouffer, quoi. Donc c'est pas pour rien que les Bretons étaient de la chair à canon, c'est pas pour rien non plus qu'ils étaient des ouvriers, des marins, et qu'elles étaient aussi des femmes prostituées ou des domestiques à Paris, parce qu'en fait, il y avait trop d'enfants, il n'y avait pas de quoi se nourrir. Donc se dire aussi que déjà l'exode rural était aussi un exode de nécessité pour beaucoup, et se dire que dans ce chemin-là, on n'a pas tout aboli, et qu'aujourd'hui encore, moi j'entends dans les parents des gamins autour de moi, à l'école de ma fille par exemple, les stratégies scolaires, c'est il faut que tu ailles à Rennes, et puis après il faut que tu ailles à Paris faire tes études, si tu veux faire des bonnes études, quoi.
Et c'est mieux si tu vas travailler ailleurs. Et après, il y a tout un processus aujourd'hui pour ramener les jeunes au pays, pour qu'on ait des gens pour bosser. Et pour, voilà, heureusement, on a d'autres schémas qui se mettent en place aujourd'hui. Mais c'était quand même la situation réelle de pas mal de régions rurales de France. Avec bien sûr des territoires parfois dans ces régions attractifs, hein, j'entends la côte pour chez nous ou des régions touristiques, voilà, et à côté des déserts humains à quelques dizaines voire cinquantaines de kilomètres. Donc se dire qu'on a un changement de mentalité très profond à faire là-dessus, parce que c'est encore ancré, et que quand tu vas rentrer, t'es vécu comme celui qui renonce une fois encore, quoi. Et ça, je pense que c'est un sujet. Après, malgré tout, en fait, il y a, dans mon bouquin, je cite des histoires, des blagues, enfin des menteries, on appelle ça ici, enfin qu'il y a une tradition orale autour aussi de ce retour au pays et finalement en fait, de la joie de se retrouver et puis du sentiment de revanche un peu de ceux qui n'ont pas eu le droit de partir. Parce que ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir, clairement. Soit ils n'en ont pas eu les moyens financiers, soit ils n'en ont pas eu les moyens intellectuels, scolaires, soit ils n'ont pas eu les moyens familiaux parce qu'il y avait une dépendance qui était trop forte. On disait aux filles, il ne faut pas partir parce qu'il ne faut pas laisser tes parents. Mais donc du coup, pour ceux qui restent, c'est une sacrée revanche. C'est évidemment une sacrée revanche. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'émotionnel à gérer, autant pour les néos que pour ceux qui reviennent, sur ouais, simplement être, mais je pense que globalement, et puis pour ceux qui ont besoin de partir, et puis pour ceux qui n'arrivent pas à partir, et puis pour ceux qui ont besoin qu'on les pousse, et pour ceux qui ont besoin qu'on les accueille, et pour ceux qui ont un projet, pour ceux qui n'en ont pas, et pour ceux qui ont envie de faire ensemble et de faire du commun, et qui se cassent la gueule sur les projets collectifs parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, faire ensemble, c'est dur parce qu'on t'a pas appris comment faire, et pour ceux qui partent pour des projets individuels et qui se sentent seuls, et pour, en fait, je pense que toutes choses égales par ailleurs, nous avons besoin en tant qu'humains de beaucoup plus d'écoute et de beaucoup plus de partage autour de ces questions de nos ressentis et de nos vécus et de nos manières de faire qu'il n'y en a aujourd'hui. Mais c'est aussi logique. La société de consommation, elle vise à dire « te prends pas la tête, achète ». Et donc du coup, quand on n'est pas dans cette logique-là, ben, on est obligé de construire autrement, d'apprendre. Et alors qu'on a, pour beaucoup, même pas les mots pour dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'éco-anxiété, il y a plein de gens qui sont face à cette difficulté, à cette douleur et ça. Et moi, j'écris beaucoup parce que c'est vital pour moi. J'écris des bouquins, mais j'écris aussi sur les réseaux sociaux. Ma thérapie, c'est d'écrire. Et plein de fois, j'ai des gens qui lisent les posts et qui lisent des trucs, mais même des petits trucs de 2000 signes où, je sais pas, c'est mon ressenti du matin. Et les gens, ils m'envoient des messages par dizaines et par dizaines en me disant « mais c'est exactement ça, mais je sais même pas comment l'exprimer. Ça me prend là, je sais pas quoi en faire. » Bah ouais, parce qu'en fait, on est dans une société où on nous apprend pas. On nous a pas donné les mots pour dire. Et moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui s'intéressent vachement à la psychanalyse. Et indépendamment du fait qu'ils aient pas de parcours scolaire, qu'ils aient pas, voilà, mais c'est leur curiosité dans la vie parce qu'à un moment de leur parcours de vie, ils en ont eu besoin et puis après, ils se sont planchés là-dedans. Et ils ont beaucoup, toujours depuis que je suis petite, insisté pour les mots pour dire ce qu'on ressent, quoi. Et en fait, c'est tellement précieux comme capital. Je sais pas s'il a un nom, celui-là. Je sais pas si Bourdieu lui avait donné un nom, mais ce savoir-faire des mots pour dire où j'en suis, pour dire que j'ai besoin d'aide, pour dire ce que je ressens, pour dire ce que je ressens, ce que je pense ressentir de ce que toi tu ressens quand on est face à quelqu'un dont il est visible qui va pas bien et qu'on a envie de lui poser des questions et qu'on a envie de l'aider, d'être en écoute. Mais pour ça, d'abord, il faut lui dire mais est-ce que c'est bien ça ce que je ressens quand je te vois et que je t'entends évoluer? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je pense que ça, c'est un truc essentiel et que c'est un truc, une fois encore, d'empowerment qui sera très fort. Parce que quand on est capable de se délester de ce poids-là, ben, on se déleste de ses difficultés, de ses peurs, on accepte l'aide, on accepte le partage, on accepte de déconstruire. C'est un mot que j'ai du mal à... que je trouve vachement galvaudé, parce qu'en fait, il est indispensable, mais pour déconstruire, il faut avoir les mots pour dire, en fait. Il faut être capable de conceptualiser, de passer d'un ressenti
à des mots qu'on va pouvoir partager, d'en débattre, et puis d'essayer de réintégrer ces mots à l'intérieur de soi pour en faire quelque chose. Et ouais, clairement, à l'école, on ne t'apprend pas la communication non violente, on ne t'apprend pas tous les outils de parler de ses émotions, on ne t'apprend pas à être dans la vraie écoute, on t'apprend, enfin, le chemin à parcourir est monstrueux. Mais il est un outil indispensable à la réussite d'un changement profond. Merci, merci Claire. Enfin, on écoute tous avec beaucoup d'intérêt et de passion. En même temps, je vois l'heure, et j'ai compris que tu avais aussi un autre engagement et on y passerait la nuit. Et encore une fois, ça confirme qu'il faudra qu'on y revienne sur ces thématiques autour, je dirais sans doute des biorégions avec Guillaume et d'autres. En tout cas, merci de vos interventions. Il y a des gens qui sont partis aussi déjà parce qu'il est tard et j'en prends une juste au hasard. Merci pour l'organisation et vos intervenants d'un très haut niveau. Et c'est vrai que c'était tout à fait intéressant. Peut-être quand même, après Claire, un dernier mot de Geneviève et de Guillaume avant qu'on se quitte, en se disant juste au revoir, au revoir. Geneviève ? Moi, la fatigue m'atteint, mais il y a les mots pour le dire et puis les gestes pour le faire. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup impressionnée pour être beaucoup aussi aller à Notre-Dame-des-Landes où il n'y a pas surtout pas que des bobos, mais beaucoup de brassage social aussi. C'est qu'il y a des personnes qui justement vont parler avec leurs mains et avec ce qu'ils savent faire et que donc je trouve que ça bien là quand ces deux façons-là de régler des problèmes ou de raconter ou de dire les choses, ça peut cohabiter parce que j'ai parfois l'impression aussi que le logos c'est aussi c'est comme ça que notre démocratie elle est faite, quoi. C'est autour de l'échange des paroles et que ce qui est bien c'est dans cette façon-là dont l'adaptation radicale, dont l'écologie radicale s'empare, c'est qu'elle ne sépare pas le logos du faire. Et donc, je ne parle pas pour parler, je parle parce que je veux faire et faire avec d'autres et mieux faire, etc. Et donc ça, je pense que c'est peut-être ça qui... C'est pas juste quand n'en dire, c'est pas faire. Mais faire et dire, ouais, c'est bien. Merci Geneviève, ça fait penser, Claire, tu citais Bourdieu, hein, quand dire c'est faire, mais là c'est quand faire c'est dire. Le logo, c'est la praxis. Un dernier mot, Guillaume ? Oui, mais du coup, j'ajouterais le sentir, du coup, au dire et au faire. Je reviens à la question juste de Nadège, parce que peut-être qu'il y a un contexte de ressentir et de sensation qui écologiquement va quand même bouleverser le fait de partir ou le fait de vouloir revenir. Voilà. Quand les villes qui commencent à devenir des études vont être proprement invivables, il va falloir quand même avoir beaucoup d'envie pour pouvoir revenir. Donc peut-être que le contexte d'émotion et que les types de sensations, les sentiments que ça va procurer sont eux-mêmes aussi pas indélébiles dans nos sujets entre la ville et ce qui ne serait pas la ville. Donc je crois qu'on a aussi à cultiver le sentir et le sentir va être sur un terrain de jeu, un environnement qui a commencé déjà, on parlait d'effondrement, mais à évoluer rapidement et que ça va impacter directement les corps. Ça a déjà commencé. Donc, c'est pas ce que je souhaite. Hein. Je pense que l'univers du sentir va lui-même devoir s'exprimer un peu différemment. Peut-être trouver des mots et effectivement des gestes d'incarnation, mais c'est d'abord aussi ce que l'on va, nous, directement et intérieurement ressentir. Voilà. Donc, je rajoutais le verbe sentir. Merci infiniment, Guillaume. Je te laisse conclure, Nadège. Oui, vraiment, je trouve cette soirée réjouissante parce qu'en fait, déjà, vos livres sont passionnants. Ils sont différents et passionnants les deux de manière différente. Et je crois qu'en fait, c'est une leçon. Quand on a lu ces deux livres, la leçon, c'est en fait, il n'y a rien qui ne s'oppose, tout s'assemble.
Vous êtes deux personnes différentes avec des parcours complètement différents. Vous avez un œil, une façon de voir les choses qui est différente et pourtant, vous donnez quelque part l'espoir dans ce que nous pouvons tous faire chacun. À notre petite échelle, peut-être ne sommes-nous pas à être reluisants face à nos diplômes, on a peur, on a peur. Et en même temps, Geneviève, tu montres dans ton livre que ces femmes qui sont depuis les années 70 à crier, qui ont la rage au ventre et en fait qui prouvent que c'est une solution d'écouter celles qui n'ont pas la parole. Je dirais que ceux qui n'ont pas la parole dans les campagnes, celles et ceux qui partent dans les campagnes et qui n'ont pas forcément voix au chapitre parce que justement elles ne sont pas sur les réseaux sociaux, cette valeur-là de l'humain, cette valeur-là, elle est peut-être à retrouver et la définition, tout ce qui nous définit aujourd'hui, c'est à travers la réussite, à travers des diplômes, à travers l'urbain, à travers quelle est ta maison, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, par rapport à des schémas qui nous ont enfermés en fait. Du coup, Guillaume, si tu acceptes de revenir, on pourra parler justement de tout ce qui nous enferme et qui nous empêche en fait d'évoluer. Claire, tu as fait un choix super courageux, qui n'a pas été simple tout le temps. Je ne suis pas sûre qu'il soit simple encore aujourd'hui et tu te bats pour ça. Geneviève, tu travailles sur des gens qui ont fait d'autres choix et qui ne sont pas simples non plus, d'autres qui se plantent. Hein. Tu parles aussi de gens qui se plantent et qui… voilà, je trouve que cette soirée, elle dit juste qu'on a chacun un pouvoir et en tout cas, ce pouvoir-là, c'est d'être cohérent avec nous-mêmes et d'oser. Il y a des livres de littérature qui parlent de ça et je voudrais juste terminer là-dessus. Adaptation radicale, on est là pour aussi oser penser différemment, accepter de réfléchir dans des choses qui sont profondes, qui sont radicalement différentes et on vous invite toutes et tous à nous rejoindre. On ne fait pas de prosélytisme, le but, il n'y a personne qui va gagner de l'argent là-dessus, c'est juste essayer de s'entraider et puis d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, qui est absolument fou, qui va très vite. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à d'autres rencontres et très bonne soirée à vous. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci pour l'organisation. C'était super. Et moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer. C'était vraiment très chouette. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Oui, merci aussi pour Oui, cette occasion de rencontre. Ouais. Oui, je crois qu'on va pouvoir rester en contact. On a d'autres choses à vous proposer. Bien. Guillaume, à bientôt en Bretagne. Au revoir. Merci Au revoir. Guillaume. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.